Si vous avez vraiment commis ce crime, parlez maintenant. C'est peut-être la seule chose qui pourrait m'empêcher de vous infliger la peine maximale autorisée par la loi. Je le jure, je n'ai jamais voulu que cela arrive et c'était une terrible erreur. S'il vous plaît, je vous en supplie sec, pardonnez-moi. C'était censé être un week-end parfait. Une maison au bord du lac. Un ciel dégagé, 2 familles essayant de renouer après des années de distance. Et Harper Vale, l'amie discrète et fiable qui s'était portée volontaire pour surveiller les enfants pendant que les adultes prenaient une pause. Mais, l'après-midi du 14 juin, tout a changé. L'appel au 911 est arrivé à 16h47. Il y a eu un accident. 2 enfants. Ils ne respirent plus. S'il vous plaît, vous devez venir vite. La voix au bout du fil tremblait. Désespérée. C'était Harper. Lorsque les ambulanciers sont arrivés à la maison du lac, juste à l'extérieur de la petite ville côtière de Pinhaven, ils l'ont trouvée assise sur le ponton en bois, trempée, fixant l'eau du regard. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient distants, presque vides. Derrière elle, sur l'herbe, gisaient 2 petits corps. Emma Calloway, 6 ans. Daniel Rost, Daniel, 8 ans. Les 2 s'étaient noyés. Les ambulanciers ont travaillé frénétiquement, mais il était trop tard. Les enfants étaient restés sous l'eau trop longtemps. Personne ne pouvait rien faire. Harper n'a pas bougé. Elle n'a pas pleuré. Elle continuait simplement de fixer le lac. L'un des ambulanciers s'est agenouillé à côté d'elle, essayant d'attirer son attention. « Madame, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Harper a cligné des yeux lentement, comme si elle se réveillait d'un rêve. Et puis elle a dit quelque chose qui entrait tous ceux qui l'ont entendu. Ils étaient si calmes, jusqu'à ce qu'ils disparaissent simplement. L'ambulancier a froncé les sourcils. « Que voulez-vous dire, ils ont disparu ?» Mais Harper n'a pas répondu. Elle a continué de fixer l'eau, les lèvres légèrement entr'ouvertes, la respiration superficielle. En moins d'1 heure, les parents sont arrivés. Leurs cris pouvaient être entendus depuis la route. Vanessa Calloway, la mère d'Emma, s'est effondrée dès qu'elle a vu le corps de sa fille. Son mari, Greg, a dû être physiquement retenu alors qu'il se précipitait vers Harper, criant à travers ses larmes. « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à mon bébé ?» Les parents de Daniel, Karen et Todd Rost sont restés figés de choc, incapables de parler, incapables de bouger. La police les a séparés. Ils avaient des questions. Trop de questions. Combien de temps Harper était-elle restée seule avec les enfants? Où étaient les gilets de sauvetage? Pourquoi n'a-t-elle pas remarqué qu'ils étaient partis? Et surtout, pourquoi restait-elle là, simplement debout? Harper a été emmenée au commissariat ce soir-là pour interrogatoire. Elle n'a pas été arrêtée, pas encore. Mais le regard dans les yeux du détective lui disait tout. Elle était déjà coupable. Le lendemain matin, l'histoire a fait les nouvelles. À midi, elle était devenue nationale. 2 enfants se noient sous la garde d'une amie de la famille. Était-ce de la négligence ou quelque chose de pire? Le visage de Harper était partout. Son nom est devenu un symbole, un avertissement, une méchante dans une tragédie que personne ne comprenait encore pleinement. Mais voici le problème avec les tragédies. Elles ne sont jamais aussi simples qu'elles le semblent. Parce que Harper Vale n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé cet après-midi-là. Moins, c'est ce qu'elle a dit à la police. Et dans les jours qui ont suivi, alors que les enquêteurs passaient au peigne fin chaque détail, ils ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. L'histoire de Harper ne tenait pas debout. Le calendrier était faux. Les preuves ne correspondaient pas. Et plus les gens parlaient, plus les contradictions apparaissaient. Certains disaient que Harper était une sainte. D'autres l'appelaient un monstre. Mais personne, ni la police, ni les parents, ni même Harper elle-même, ne connaissait toute la vérité. Pas encore. Parce que la vérité était encore sous l'eau, en attente. Au moment où Harper s'est réveillée le matin suivant les noyades, sa vie avait déjà été détruite. Elle ne le savait pas encore. Elle séjournait dans un petit motel en bordure de ville. La police lui avait conseillé de ne pas rentrer chez elle, pas avec les médias qui grouillaient devant son appartement.
Ils ont dit que c'était pour sa propre sécurité. Mais Harper les avait à peine entendus. Elle n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le lac, l'eau, le silence. Elle a tendu la main vers son téléphone. C'était sa première erreur. L'écran s'est illuminé avec des centaines de notifications. SMS, appels manqués, courriels de personnes à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Et puis elle a vu les titres. Monstre ou victime, l'affaire Harper Vale. Des amis disent qu'elle était toujours un peu bizarre. Les parents réclament justice pour les enfants noyés. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a ouvert les réseaux sociaux. Autre erreur. Son visage était partout. Des photos de ses années universitaires, des captures d'écran d'anciens messages complètement sortis de leur contexte. Des inconnus. Disséquant chaque mot, chaque sourire, chaque moment de sa vie. Quelqu'un avait créé un hashtag. Justice pour Emma et Daniel. C'était en tendance. Les commentaires étaient vicieux. Elle n'a même pas l'air désolée. Comment peut-on laisser 2 enfants se noyer? J'espère qu'elle pourrira en prison. Harper a laissé tomber le téléphone. Sa poitrine s'est serrée. Elle ne pouvait pas respirer. Elle était seule, complètement seule. Et le monde avait déjà décidé qui elle était. De l'autre côté de la ville, dans la maison de la famille Calloway, Vanessa était assise dans la chambre de sa fille, serrant le lapin en peluche préféré d'Emma. Elle n'avait pas bougé depuis des heures. Son mari, Greg, se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rouge et gonflé d'avoir pleuré. « Nous lui avons fait confiance », chuchota-t-il. « Nous lui avons confié notre fille, et maintenant, il est... » Ne pouvait pas finir la phrase. Vanessa n'a pas répondu. Elle fixait simplement le lit vide, son esprit rejouant chaque moment du week-end, chaque décision, chaque choix qui avait mené à cela. C'était elle qui avait invité Harper. C'était elle qui avait dit « Harper est formidable avec les enfants. Elle les divertira pendant que nous nous détendons. » La culpabilité était étouffante, mais sous la culpabilité se trouvait autre chose, la colère. « Je veux qu'elle soit arrêtée, » dit Vanessa doucement. « Je veux qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. » Greg hocha la tête. « Elle le sera. Je m'en assurerai. » Mais même en disant cela, une petite voix au fond de son esprit chuchotait une question à laquelle il ne voulait pas répondre. Et si ce n'était pas de sa faute? Il a repoussé cette pensée. Chez les Rost, le chagrin était plus silencieux, mais tout aussi dévastateur. Karen était assise à la table de la cuisine, fixant une photo de Daniel, son large sourire, ses yeux brillants. Todd se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée, les poings fermés. « Le détective a appelé », dit-il. « Ils ouvrent une enquête officielle. » Karen n'a pas levé les yeux. « Bien. Ils ont dit que Harper prétend ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. » La tête de Karen s'est tournée brusquement vers lui. Elle ne se souvient pas? C'est ce qu'elle leur a dit. Les yeux de Karen se sont remplis de larmes à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. « Elle ment », dit Karen, la voix tremblante. « Elle doit mentir. » Todd n'a pas répondu. Mais au fond de lui, il n'était pas sûr. Parce qu'il se souvenait de quelque chose qu'il n'avait encore dit à personne. Une conversation qu'il avait eue avec Harper la veille des noyades. Elle avait semblé bizarre, distraite, nerveuse, comme si elle était ailleurs. Il avait écarté cela sur le moment. Mais maintenant, il se demandait s'il aurait dû dire quelque chose. De retour au motel, Harper a finalement réussi à se lever. Elle s'est regardée dans le miroir. Ses yeux étaient creux, sa peau était pâle, elle se reconnaissait à peine. La police lui avait dit de ne pas quitter la ville. Ils auraient besoin de lui parler à nouveau. Bientôt. Mais Harper s'en fichait. Tout ce qui lui importait, c'était la question qui martelait son crâne, encore et encore. Que s'est-il passé? Elle se souvenait de bribes. Les enfants jouant près de l'eau, des rires, du soleil, et puis rien. Un vide, un espace blanc où sa mémoire devrait être. Elle avait dit la vérité au détective. Elle ne se souvenait pas.
Mais elle pouvait dire qu'il ne la croyait pas. Personne ne la croyait. Harper s'est effondré sur le bord du lit et a enfoui son visage dans ses mains. Et pour la première fois depuis que c'était arrivé, elle s'est permis de pleurer. Parce qu'au fond, dans un endroit où elle ne voulait pas regarder, Harper était terrifiée. Non, pas parce qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais parce qu'elle commençait à soupçonner qu'elle le savait. Et la vérité était pire que tout ce dont le monde pouvait l'accuser. La maison du lac était maintenant silencieuse. Du ruban de scène de crime jaune s'étendait sur le ponton. L'eau était calme, presque trop calme. Le détective Marcus Reyes se tenait au bord de la propriété, observant son équipe travailler. Il était détective des homicides depuis 15 ans, mais cette affaire semblait différente. 2 enfants morts. Aucune explication claire et une suspecte qui prétendait ne pas se souvenir. Il n'aimait pas ça. Sa partenaire, la détective Anna Morales, s'est approchée de lui tenant un carnet. « Les voisins parlent », dit-elle. « Tu vas vouloir entendre ça. » Reyes s'est tourné vers elle. « Qu'ont-ils dit ?» Anna a feuilleté ses notes. « Les Henderson habitent 2 maisons plus loin. Ils étaient chez eux tout le week-end. Madame Henderson a dit qu'elle a vu Harper dehors vers 15 heures, juste debout près de l'eau. » « Debout ? » ?»« Oui. Elle a dit que Harper était juste en train de regarder fixement. Pendant longtemps. Elle a trouvé ça bizarre, mais n'y a pas trop pensé. Reyes a froncé les sourcils. Combien de temps est longtemps? Elle a estimé peut-être 10 minutes, peut-être plus. Reyes a regardé vers le lac. 10 minutes, c'était long pour rester parfaitement immobile, surtout quand on est censé surveiller 2 enfants. Autre chose? Anna a hésité. Oui. Monsieur Patterson, le voisin de l'autre côté, a dit qu'il a entendu quelque chose vers 16 heures. Quel genre de quelque chose? Un fredonnement. Ou peut-être un chant. Il n'était pas sûr. Mais il a dit que ça ressemblait à une voix de femme, venant de près du ponton. Reyes a levé un sourcil. Un fredonnement. C'est ce qu'il a dit. Il a trouvé ça étrange parce que ça semblait joyeux, comme quelqu'un qui chante pour lui-même. Reyes a ressenti un frisson lui parcourir l'échine. 2 enfants se noyant, et Harper Vale fredonnait. L'a-t-il vu? Non, il l'a juste... entendu. Mais le timing correspond. Reyes a hoché la tête lentement. D'accord, sortons tout. Relevé téléphonique, images de vidéosurveillance des maisons voisines. Je veux connaître chaque mouvement qu'elle a fait ce jour-là. Anna a hoché la tête et s'est éloignée. Reyes est resté près d'eux. L'eau un moment de plus, fixant le ponton. Quelque chose dans tout ça ne collait pas. De retour au commissariat, la salle d'épreuve commençait à se remplir. Le téléphone de Harper, son sac, ses vêtements de ce jour-là, encore humides, sentant légèrement l'eau du lac. L'équipe médico-légale passait tout au peigne fin. L'agent Jamie Cho était assis à un bureau, parcourant les messages textes de Harper des jours précédant la noyade. La plupart étaient banals. Horaires de travail, liste de courses, quelques échanges avec des amis. Mais ensuite, enfoui dans un fil de discussion avec Vanessa Calloway, Jamie a trouvé quelque chose. Un message datant de 3 jours avant le voyage. Harper, es-tu sûr que c'est une bonne idée? Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Vanessa, tu iras bien. Les enfants t'adorent. Et honnêtement, j'ai besoin d'une pause, s'il te plaît, Harper, je compte sur toi. Harper, d'accord, je ferai de mon mieux. Jamie a fixé l'écran. Harper avait des doutes. Elle ne voulait pas y aller. Mais Vanessa l'avait poussée. Jamie a pris note et a continué à faire défiler. Cet après-midi-là, le détective Reyes a interrogé le premier. Groupe de témoins au commissariat. D'abord, Greg Calloway. Greg était assis en face de Reyes, les mains serrées sur la table. Ses yeux étaient rouges, son visage tiré. « Merci d'être venu, monsieur Calloway », dit Reyes doucement. « Je sais que c'est incroyablement difficile. » Greg hocha la tête mais ne parla pas. « J'ai besoin de vous poser des questions sur Harper Vale. Depuis combien de temps la connaissez-vous? » Environ 5 ans, dit Greg doucement.
Elle et Vanessa sont allées à l'université ensemble. Elles sont restées proches. Et vous lui avez fait confiance avec votre fille? La mâchoire de Greg se serra. Nous l'avons fait. Vanessa se portait garante d'elle. Elle a dit que Harper était responsable. Attentionnez. Avez-vous déjà eu des inquiétudes à son sujet? Greg a hésité. Monsieur Calloway? Non, dit finalement Greg. Pas vraiment. Pas vraiment? Pas. Greg a expiré. Écoutez, Harper était toujours un peu silencieuse, réservée. Parfois, elle semblait distraite. Mais je n'ai jamais pensé qu'elle... Il s'est interrompu, la voix se brisant. Reyes s'est penché en avant. Est-ce que quelque chose d'inhabituel s'est produit ce week-end? Avant. La noyade? Greg a réfléchi un instant. Harper semblait bizarre. La veille au soir, au dîner, elle a à peine mangé, à peine parlé. Vanessa lui a demandé si elle allait bien, et Harper a juste dit qu'elle était fatiguée. Semblait-elle contrariée? En colère? Non, juste distante, comme si elle n'était pas vraiment là. Reyes a pris note. Une dernière question. Quand vous avez laissé Harper seule avec les enfants cet après-midi-là, combien de temps prévoyez-vous d'être parti? Peut-être 1 heure. Nous sommes juste allés au magasin en ville. Nous pensions que les enfants iraient y bien. Harper a dit qu'elle garderait un œil sur eux. La voix de Greg s'est brisée. Nous n'aurions jamais dû partir. Ensuite, Reyes a parlé à Karen Rost. Elle était plus calme que Greg, mais la douleur dans ses yeux était tout aussi vive. Madame Rost, je dois vous poser des questions sur Harper. La connaissiez-vous bien? Pas vraiment, dit Karen. C'était l'amie de Vanessa. Je l'avais rencontrée quelques fois. Elle semblait toujours gentille. Gentille? Oui. Polie. Douce. Bonne avec les enfants. Avez-vous déjà vu quelque chose qui vous inquiétait? Karen fit une pause. Non, mais... Mon mari m'a dit quelque chose hier soir. Il a dit que Harper semblait nerveuse la veille. Comme si elle ne voulait pas être là. Reyes se pencha. A-t-elle dit pourquoi? Non. Mais Todd a dit qu'elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Comme si... Elle attendait quelque chose. Reyes souligna cela dans ses notes. Pensez-vous que Harper est responsable de ce qui est arrivé à votre fils? Les yeux de Karen se remplirent de larmes. Je ne sais pas. Je veux croire que c'était un accident. Mais comment ne remarque-t-on pas 2 enfants en train de se noyer? Elle s'essuya les yeux. Quelque chose ne colle pas, détective, et j'ai besoin de savoir ce que c'est. À la fin de la journée, Reyes avait plus de questions que de réponses. Harper avait agi étrangement avant la noyade. Elle avait été réticente à y aller. Elle avait semblé distraite, nerveuse. Et puis, le jour où c'est arrivé, elle était debout près de l'eau, à regarder fixement, à fredonner, et 2 enfants s'étaient noyés. Reyes était assis seul dans son bureau, fixant le dossier. Il prit son téléphone et appela Anna. « J'ai besoin que tu récupères les images de vidéosurveillance de chaque maison dans un rayon de 400 mètres de ce lac. »« Je suis déjà dessus, » dit Anna. « Mais Marcus, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Quoi? Nous avons trouvé une caméra, montée sur le cabanon du voisin. Elle fait face au ponton. Reyes se redressa. Et elle a capté quelque chose. Tu dois voir ça. Le détective Reyes fixait l'écran dans le laboratoire technique du commissariat. Les images étaient granuleuses, en noir et blanc, mais suffisamment claires. L'horodatage indiquait 16h17, 30 minutes avant l'appel au 911. Harper. Val se tenait sur le ponton, dos à la caméra, parfaitement immobile. Les 2 enfants, Emma et Daniel, étaient visibles dans le cadre, jouant près du bord de l'eau, riant, éclaboussant. Harper ne bougeait pas. « Continue de regarder », dit Anna doucement. Reyes se pencha plus près. À 16h23, les enfants sortirent du cadre vers la partie plus profonde du lac. Harper ne bougeait toujours pas. Elle restait là, à regarder fixement, pendant 7 longues minutes. À 16h30, Harper se tourna enfin, lentement.
comme si elle venait de se réveiller. Elle regarda autour d'elle. Sa tête tourna à gauche, puis à droite, et puis elle courut. Les images s'arrêtèrent. Reyes se rassit dans sa chaise, la mâchoire serrée. Qu'est-ce qu'elle faisait, bon sang? Anna secoua la tête. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui surveille des enfants. C'est quelqu'un en transe. Ou quelqu'un qui s'en fichait. Anna ne répondit pas. Reyes expira. Envoie ça au bureau du procureur, maintenant. Le lendemain matin, le procureur de district avait pris sa décision. Harper Vale serait inculpé. Pas de meurtre. Pas encore. Mais de 2 chefs d'homicide par négligence criminelle. La conférence de Milsunset Presse eut lieu à midi. La procureure Sharon Winters se tenait au pupitre, son expression calme mais ferme. Après un examen approfondi des preuves, mon bureau a décidé d'aller de l'avant avec des accusations contre Harper Vale en lien avec les décès d'Emma Calloway et Daniel Rost. La salle éclata de flashs d'appareils photo et de questions criées. Winters leva la main. Nous croyons que l'incapacité de Madame Vale à agir, sa négligence dans la surveillance de ses enfants, a directement causé leur mort. Ce n'était pas un accident. C'était une tragédie évitable. Croyez-vous que Harper... Val avait l'intention de faire du mal à ses enfants? Cria un journaliste. Winters fit une pause. Pour le moment, nous ne poursuivons pas d'accusation de meurtre, mais nous poursuivons la justice, et nous prouverons que Harper Vale est responsable. Plus de flash, plus de questions. Winters s'éloigna du pupitre. L'affaire était officiellement ouverte. Harper regardait la conférence de presse depuis sa chambre de motel. Elle était assise sur le bord du lit, ses mains agrippant la télécommande si fort que ses jointures devinrent blanches. Homicide par négligence criminelle. Les mots résonnaient dans son esprit. Elle voulait crier. Elle voulait jeter quelque chose. Mais elle ne pouvait pas bouger, parce qu'une partie d'elle se demandait s'ils avaient raison. Qu'avait-elle fait pendant ces 7 minutes? Elle se souvenait d'être debout sur le ponton. Elle se souvenait de la chaleur du soleil, du bruit de l'eau. Et puis, rien, un espace vide, un brouillard. Elle ne se souvenait pas que les enfants entraient dans l'eau. Elle ne se souvenait pas qu'ils appelaient à l'aide. Elle se souvenait seulement de se réveiller. C'est ce que ça ressemblait, se réveiller. Et de réaliser qu'ils étaient partis. Son téléphone vibra. C'était son avocat. Un défenseur public nommé Michael Cross. Il avait été assigné à son dossier 2 jours auparavant. Elle répondit. « Harper, c'est Michael. As-tu vu la conférence de presse? » « Oui. »« D'accord. Écoute-moi. Ne parle à personne. Pas à la presse, pas à tes amis, pas même à ta famille. Tout ce que tu dis sera utilisé contre toi. Je n'ai rien fait de mal. Je te crois. Mais le procureur ne te croit pas. Et en ce moment, l'opinion publique n'est pas de ton côté. » La voix de Harper se brisa. « Michael, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Comment suis-je censé me défendre si je ne sais même pas? » Il y eut une longue pause. « C'est un problème, Harper. » Elle ferma les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire? L'accusation va utiliser ça contre toi. Ils vont dire que tu mens, ou pire, que tu as dissocié à cause de la culpabilité. Mais je ne mens pas. Je sais. Mais nous devons comprendre pourquoi tu ne te souviens pas. Et nous devons le faire rapidement. » La poitrine de Harper se serra. « Et si je ne me souviens jamais ?» Michael hésita. « Alors, nous trouverons un autre moyen. Rencontre-moi demain. Nous commencerons à construire ta défense. » Il raccrocha. Harper resta assise dans le silence, fixant le mur. Sa vie s'effondrait. Et elle ne pouvait pas l'arrêter. De l'autre côté de la ville, au bureau du procureur, Sharon Winters était assise avec le détective O. Reyes examinant le dossier. « Ces images sont accablantes, » dit Winters tapotant l'écran. 7 minutes où elle reste juste là, sans rien faire. « C'est étrange, » admit Reyes, « mais étrange ne signifie pas coupable. » Winters le regarda. « Tu as des doutes? J'ai des questions. Pourquoi? Quelqu'un qui prétendument ne se soucie pas des enfants se porterait-il volontaire pour les surveiller?
Pourquoi accepter d'aller à ce voyage si elle avait des réserves? La culpabilité prend de nombreuses formes, détective. Peut-être qu'elle n'avait rien prévu. Peut-être que quelque chose a craqué. Ou peut-être que quelque chose d'autre s'est produit que nous ne comprenons pas encore. Winter se pencha en arrière dans sa chaise. Alors c'est ton travail de le découvrir. Parce qu'en ce moment, les preuves pointent vers Harper Vale. Et à moins que quelque chose ne change, c'est l'histoire que nous allons raconter. Reyes ne contesta pas, mais en quittant le bureau, une pensée le taraudait. Le visage de Harper sur ces images, la façon dont elle se tenait, la façon dont elle bougeait. Elle n'avait pas l'air coupable, elle avait l'air perdue. Cette nuit-là, Harper s'est finalement effondrée. Elle était assise sur le sol de la salle de bain du motel, les genoux repliés contre sa poitrine, sanglotant de manière incontrôlable. Elle avait tant essayé de tenir le coup, d'être forte, de trouver des réponses, mais il n'y avait pas de réponse, juste un espace vide dans sa mémoire où la vérité aurait dû être. Et le pire, elle commençait à croire ce que tous les autres croyaient, que peut-être elle avait fait quelque chose de mal, peut-être qu'elle était responsable, peut-être qu'elle méritait ça. Son téléphone vibra à nouveau. Elle l'ignora. Mais ensuite il vibra. Encore. Et encore. Finalement, elle le prit. C'était un SMS, d'un numéro inconnu. Tu ne te souviens pas parce que tu n'étais pas censé te souvenir. Le sang de Harper se glaça. Elle fixa le message, ses mains tremblant. Qui es-tu? 3 points apparurent, puis disparurent, puis un autre message. Quelqu'un qui sait ce qui s'est vraiment passé. Et tu dois te souvenir avant qu'il ne soit trop tard. Harper n'a pas dormi cette nuit-là. Elle était assise sur le bord du lit du motel, fixant son téléphone, attendant un autre message. Mais aucun n'est venu. Elle avait essayé d'appeler le numéro. Ça tombait directement sur la messagerie vocale. Pas de message d'accueil, juste le silence. Elle avait essayé de répondre par SMS. Aucune réponse. Tu ne te souviens pas parce que tu n'étais pas censé te souvenir. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quelqu'un la surveillait-il? Quelqu'un savait-il ce qui s'était passé ce jour-là? Ou était-ce juste une autre farce cruelle d'un inconnu qui voulait la tourmenter? L'esprit de Harper s'emballait. Elle voulait le dire à quelqu'un. Michael. La police. N'importe qui. Mais que dirait-elle même? J'ai reçu un SMS cryptique d'un numéro inconnu. Il penserait qu'elle perdait la tête. Ou pire, qu'elle inventait pour attirer l'attention. Alors elle ne dit rien. Et la peur s'installa plus profondément dans sa poitrine. Le lendemain matin, Harper rencontra Michael Cross à son bureau. C'était petit, exigu. Des piles de dossiers couvraient chaque surface. Michael était dans la quarantaine, avec des yeux fatigués et un costume froissé. Il ressemblait à quelqu'un qui avait mené trop de batailles perdues pendant trop longtemps. Mais quand il regarda Harper, il y avait quelque chose dans son expression qui lui fit sentir, pour la première fois depuis des jours, que quelqu'un pouvait peut-être être de son côté. « Merci d'être venu », dit-il, montrant une chaise. « Je sais que c'est difficile. » Harper s'assit, les mains serrées fermement sur ses genoux. « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, » dit Michael doucement. « Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, même si c'est difficile à entendre. » Harper hocha la tête. « D'accord. Raconte-moi la journée. » Depuis le début. Harper prit une profonde respiration. « Nous sommes arrivés à la maison du lac vendredi soir, les Calloway et les Rost. C'était censé être un week-end relaxant, juste une pause de tout. Et tu étais là pour aider avec les enfants? Oui. Vanessa m'a demandé de venir. Elle a dit qu'ils voulaient du temps pour eux, et que j'étais bonne avec Emma et Daniel. Étais-tu à l'aise avec ça, Harper? Hésita. Pas vraiment, je veux dire, j'aimais bien les enfants. Mais je n'avais jamais été seule avec eux pendant si longtemps auparavant. J'ai dit à Vanessa que je n'étais pas sûre, mais elle a insisté. Michael prit note. D'accord. Donc, samedi. De quoi te souviens-tu? Harper ferma les yeux, essayant de rassembler les morceaux.
Nous avons pris le petit déjeuner. Les parents sont partis en ville vers 14 heures. Ils ont dit qu'ils seraient de retour dans 1 heure, peut-être 2. Je suis resté avec Emma et Daniel. Et ensuite, nous sommes sortis. Les enfants voulaient jouer près de l'eau. J'ai dit d'accord, mais je leur ai dit de rester près, je les surveillais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Harper vacilla. Je ne sais pas. Je me souviens d'être debout sur le ponton. Je me souviens que le soleil était vraiment brillant. Et l'eau était si calme. C'était paisible. Et les enfants? Ils jouaient, riaient. Je pouvais les entendre. Et ensuite, Harper ouvrit les yeux. Rien. Il y a juste rien. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de courir, et puis de les trouver dans l'eau. Michael se pencha en avant. Harper, tu me dis qu'il y a un trou, un espace vide. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être 20 minutes, peut-être plus. L'expression de Michael s'assombrit. C'est un problème. Je sais. L'accusation va soutenir que tu mens, ou que tu as dissocié à cause de la culpabilité. Mais je ne mens pas. Je ne me souviens vraiment pas. Michael l'étudia. As-tu des antécédents de problèmes de mémoire, d'évanouissement, de crise? Non, rien de tel. Qu'en est-il des médicaments? Prenais-tu quelque chose ce jour-là? Harper hocha lentement la tête. Oui, je prenais, quelque chose pour l'anxiété. Mon médecin me l'avait prescrit il y a quelques mois. Les yeux de Michael s'aiguisèrent. Qu'est-ce que c'était? Clonazepam. Faible dose. Et tu l'as pris ce jour-là? Oui, le matin. Michael nota cela, le soulignant 2 fois. D'accord, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Le clonazepam peut causer des problèmes de mémoire, surtout s'il est combiné avec du stress ou d'autres facteurs. Harper ressentit une lueur d'espoir. Donc, cela pourrait l'expliquer? Peut-être, mais nous aurons besoin d'un expert médical pour témoigner. Et même dans ce cas, ce n'est pas une garantie. L'espoir s'estompa. Michael se pencha en arrière. Harper, je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord. Y a-t-il une partie de toi, une partie du tout, qui pense que tu aurais pu faire quelque chose ce jour-là, même involontairement? La gorge de Harper se serra. Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. Je ne veux pas croire que j'ai fait quelque chose, mais je ne peux pas me souvenir. Alors comment puis-je être sûr? L'expression de Michael s'adoucit. Parce que les preuves ne montrent pas d'intention. Elles montrent de la confusion, de la distraction, mais pas de malice. Et c'est ce que nous allons prouver. Cet après-midi-là, Michael organisa une rencontre entre Harper et le docteur Evelyn Marsh, une neuropsychologue spécialisée dans la mémoire et le traumatisme. Le cabinet du docteur Marsh était calme, apaisant, le genre d'endroit conçu pour que les gens se sentent en sécurité. Harper était assise en face d'elle, tripotant ses mains. « Harper, » dit doucement le docteur Marsh, « je suis là pour t'aider à comprendre ce qui s'est passé, pas pour te juger. D'accord ?» Harper hocha la tête. « J'ai examiné ton historique médical, tu prends du clonazepam depuis 4 mois. C'est exact? » « Oui. » « Et tu n'as jamais connu de perte de mémoire auparavant? » « Non. » « As-tu été sous un stress important récemment? » Harper faillit rire. « On peut dire... » « Ça. » Le docteur Marsh sourit faiblement. « Avant l'incident, je veux dire. » Harper y réfléchit. « Oui. Le travail a été... difficile. Je suis enseignante remplaçante. Ce n'est pas stable. Et j'ai eu des difficultés financières. Et émotionnellement? » Harper baissa les yeux. « Je n'ai pas beaucoup de gens dans ma vie. Vanessa était l'une de mes amies les plus proches. Je ne voulais pas la décevoir. » Le docteur Marsh hocha la tête, prenant des notes. « J'aimerais essayer quelque chose, si tu es à l'aise. Ça s'appelle le rappel guidé. Je vais t'aider à parcourir cette journée, étape par étape, et voir si nous pouvons débloquer quelque chose que tu aurais pu refouler. » La poitrine de Harper se serra.
Et si je ne veux pas me souvenir? Alors nous arrêtons. Mais Harper, s'il y a quelque chose d'enfoui dans ton esprit, ça va ressortir éventuellement. C'est mieux si nous le faisons ici, dans un espace sûr. Harper hésita, puis elle hocha la tête. D'accord. Le docteur Marsh tamisa les lumières et guida Harper dans un état détendu. Ferme les yeux. Prends une profonde respiration. Je veux que tu t'imagines à la maison du lac, samedi après-midi. Tu es debout sur le ponton. La respiration de Harper ralentit. Que vois-tu? L'eau, elle est si calme. Les enfants sont derrière moi. Je peux les entendre rire. Bien. Que ressens-tu? Chaud. Le soleil est chaud. Mais je me sens fatigué. Vraiment fatigué. D'accord, reste avec ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le front de Harper se plissa. J'entends quelque chose. Qu'entends-tu? Une voix. Quelqu'un appelle mon nom. Le docteur Marsh se pencha en avant. Qui? Les yeux de Harper bougèrent rapidement sous ses paupières closes. Je ne sais pas, c'est lointain comme si ça venait de loin. Est-ce l'un des enfants? Non, c'est une femme. Reconnais-tu la voix? La respiration de Harper s'accéléra. Je pense, mais je ne peux pas la situer. C'est bon, reste avec. Que se passe-t-il après avoir entendu la voix? Les lycéens. Mains de Harper agrippèrent les accoudoirs. Tout devient silencieux. Les enfants arrêtent de rire. Et puis, les yeux de Harper s'ouvrirent brusquement. Elle tremblait. Je ne peux pas faire ça. Le docteur Marsh tendit doucement la main. C'est bon, tu as bien fait, Nous pouvons arrêter. Mais Harper n'écoutait pas. Parce qu'à ce moment, elle s'était souvenue de quelque chose. Quelque chose qui changeait tout. La voix qu'elle avait entendue ce jour-là n'était pas celle d'une inconnue. C'était celle de Vanessa. Vanessa Calloway n'avait pas quitté sa maison depuis 3 jours. Elle était assise dans la chambre d'Emma, entourée de jouets, de dessins et de la faible odeur de shampoing à la fraise qui s'accrochait encore aux oreillers. Son téléphone vibrait constamment. Amis, famille, journalistes. Elle ignorait tout. Greg frappa doucement sur le cadre de la porte. « Van, tu dois manger quelque chose. » Elle ne répondit pas. Il entra, son propre visage creusé par le chagrin. Le détective veut nous parler à nouveau. Demain matin. Vanessa finit par lever les yeux. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je ne sais pas, mais nous devons y aller. Vanessa se tourna vers le lapin en peluche dans ses mains. Je n'arrête pas de penser, si je ne lui avais pas demandé de venir, si je ne l'avais pas poussé. Greg s'agenouilla à côté d'elle. Ce n'est pas ta faute, n'est-ce pas? Laissez. Voix de Vanessa se brisa. Je savais que Harper n'était pas à l'aise. Elle me l'a dit, et je l'ai quand même poussé parce que je voulais une pause. Je voulais me détendre. Et maintenant Emma est morte. Harper était adulte. Elle aurait pu dire non. Mais elle ne l'a pas fait parce que je lui ai fait sentir qu'elle le devait. Greg ne savait pas quoi dire, parce qu'une partie de lui se posait la même question. Avait-il mis trop de responsabilité sur Harper? Avait-il vu quelque chose en elle, un signe, et l'avait-il ignoré? Le procès commence bientôt, dit doucement. Greg. Nous aurons des réponses à ce moment-là. Vanessa s'essuya les yeux. Les réponses ne la ramèneront pas. De l'autre côté de la ville, Karen et Todd Rost étaient assis dans leur salon, fixant la télévision. Les informations rediffusaient des images de Harper escortée au tribunal pour sa mise en accusation. La mâchoire de Karen était serrée. Elle n'a même pas l'air désolée. Todd ne répondit pas. « M'as-tu entendu ?» Karen se tourna vers lui. Elle n'a pas l'air désolée. « Je t'ai entendu. » Alors pourquoi ne dis-tu rien? Todd expira lentement. « Parce que je ne sais plus quoi penser. » Karen le fixa. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire, j'ai repassé ce week-end dans ma tête, encore et encore, et quelque chose ne colle pas. De quoi parles-tu? Todd hésita.
La veille au soir, au dîner. Harper semblait bizarre, mais Vanessa aussi. Karen fronça les sourcils. Vanessa? Oui, elles étaient assises ensemble et j'ai vu Vanessa dire quelque chose à Harper. Quelque chose de discret. Et le visage de Harper a changé. Elle avait l'air effrayée. Effrayée de quoi? Je ne sais pas. Mais ça m'est resté. Karen secoua la tête. Tu surinterprètes. Vanessa et Harper étaient amies. Elles ont probablement juste... Karen, je te dis, quelque chose n'allait pas. Karen se leva brusquement. Je ne veux pas entendre ça. Harper Vale a tué notre fils. Je me fiche de ce qu'elle ressentait ou de ce que Vanessa lui a dit. Elle était responsable et elle a échoué. Todd regarda sa femme, sa voix douce. Et si elle n'était pas la seule responsable? Les yeux de Karen se remplirent de fureur. N'ose pas. N'ose pas. Je ne la défends pas. Je dis juste, peut-être que nous ne connaissons pas toute l'histoire. Karen sortit de la pièce en trombe. Todd resta seul, fixant la télévision. Et pour la première fois depuis la mort de Daniel, il se permit de poser la question qu'il évitait. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Plus tard dans la soirée, le téléphone de Vanessa sonna. C'était le détective Reyes. « Madame, Calloway, j'ai besoin de vous poser quelques questions de suivi. Pouvons-nous nous rencontrer demain ?» L'estomac de Vanessa se tordit. Quel genre de questions? Juste pour clarifier certains détails. Ça ne prendra pas longtemps. D'accord. Elle raccrocha et fixa le téléphone. Greg entra. Qui était-ce? Le détective. Il veut parler à nouveau. Greg fronça les sourcils. À propos de quoi? Vanessa ne répondit pas. Parce qu'elle savait exactement ce que Reyes voulait demander. Il voulait savoir au sujet de la conversation qu'elle avait eue avec Harper la veille de la touillade. Celle que Todd avait vue. Celle qu'elle espérait que personne ne se souviendrait. Combien de caractères voulez-vous pour le prochain chapitre? Chapitre 7. La stratégie de la défense. Michael Cross était assis dans son bureau exigu, entouré de dossiers, de rapports médicaux et de photos de scènes de crime. Il était défenseur public depuis 12 ans. Il avait vu beaucoup de cas, beaucoup de clients qui prétendaient être innocents. Mais Harper Vale était différente. Elle ne mentait pas. Il pouvait le dire. Elle ne se souvenait vraiment pas de ce qui s'était passé ce jour-là. La question était pourquoi? Et plus important encore, pouvait-il le prouver? Il prit son téléphone et composa. « Docteur Marsh, c'est Michael Cross. J'ai besoin de votre évaluation de la session avec Harper. » La voix du docteur Marsh arriva, calme et mesurée. Elle dit la vérité, le trou de mémoire est réel, c'est cohérent avec une amnésie dissociative déclenchée par un stress extrême ou une réaction pharmaceutique. Pouvez-vous témoigner de cela? Oui, mais je dois faire plus de tests. Et Michael, il y a autre chose. Quoi? Elle s'est souvenue avoir entendu une voix de femme, appelant son nom. Michael se redressa. La voix de qui? Elle a dit que c'était Vanessa Calloway. L'esprit de Michael s'emballa. Êtes-vous sûr? C'est ce que Harper a dit, mais elle ne pouvait pas se rappeler le contexte, juste la voix. Michael se pencha en arrière, fixant le plafond. Docteur Marsh, j'ai besoin que vous creusiez plus profondément. Si Vanessa était là ou si Harper a entendu sa voix, ça change tout. Je programmerai une autre session. Michael raccrocha et appela immédiatement son enquêteur, un ancien flic nommé Ray Dominguez. Ray, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose. Images de vidéosurveillance, relevés téléphoniques. Tout ce qui place Vanessa Calloway près de cette maison du lac entre 16h et 17h le jour de la noyade. Je pensais que les parents étaient en ville. C'est ce qu'ils ont dit, mais je veux en être sûr. Tu penses que l'un d'eux était là? Je pense que quelqu'un était là, et je pense que Harper l'a entendu. Le lendemain matin, Ray rappela. Michael, tu dois voir ça. Ils se rencontrèrent dans un café. Ray fit glisser une tablette sur la table. C'est d'une caméra Ring 2 maisons plus loin de la maison. Du lac, elle fait face à la rue.
Michael regarda l'écran. Horodatage. 16h02. Une voiture s'arrêta près de la maison du lac. Une berline argentée. Une femme en sortit. Michael plissa les yeux. Est-ce que c'est Vanessa Calloway, confirma Ray. Elle était là, 20 minutes avant l'appel au 111. Le cœur de Michael battait la chamade. L'accusation est-elle au courant? Pas encore. Le voisin n'a pas pensé à vérifier les images jusqu'à ce que je lui demande. Michael fixa l'écran. Vanessa avait menti. Elle avait dit qu'elle était en ville avec les autres. Mais elle n'y était pas. Elle était revenue plus tôt. Que faisait-elle là? Marmonna Michael. Je ne sais pas. La caméra ne la montre pas aller à la maison. Juste se garer. Et puis repartir vers 16h35. L'esprit de Michael tournait. 16h35. 12 minutes avant l'appel au 911. Ray, j'ai besoin que tu découvres où elle est allée après être partie. Et j'ai besoin des relevés téléphoniques, les siens et ceux de Harper. Vois s'ils étaient en contact cet après-midi-là. Ray hocha la tête. Je m'en occupe. Cet après-midi-là, Michael rencontra Harper au motel. Elle avait l'air pire qu'avant. Plus mince. Plus fragile. Harper, j'ai besoin de te poser une question. Et j'ai besoin que tu réfléchisses bien. D'accord. Tu as dit avoir entendu la voix de Vanessa ce jour-là. Es-tu absolument sûr que c'était elle? Harper hésita. Je pense. Ça ressemblait à elle. Mais tout était si flou. Aurait-elle pu être à la maison du lac? Les yeux de Harper s'écarquillèrent. Quoi? Non. Elle était en ville avec tous les autres. Et si elle n'y était pas? Harper le fixa. Qu'est-ce que tu dis? Michael sortit la tablette et lui montra les images. La main de Harper vola à sa bouche. Elle était là, dit doucement Michael. Elle est revenue, et elle ne l'a dit à personne. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Les mains de Harper tremblaient. Michael, si Vanessa était là, est-ce que ça veut dire? Elle ne put finir là. Phrase. Michael se pencha en avant. Harper, je ne sais pas encore ce qui s'est passé, mais ça change tout, et nous allons l'utiliser. Plus tard dans la soirée, Vanessa était assise seule dans sa cuisine, fixant son téléphone. Elle avait 17 appels manqués. 3 du détective Reyes. Elle savait ce qu'il voulait. Il avait découvert. D'une manière ou d'une autre, il avait découvert qu'elle était retournée à la maison du lac. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait un message à Greg. Nous devons parler. Maintenant. Greg apparut dans l'embrasure quelques instants plus tard, le visage tendu. Que se passe-t-il? Vanessa leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. L'estomac de Greg se serra. De quoi parles-tu? Je suis retourné à la maison du lac ce jour-là, avant que ça arrive. Greg la fixa, sa voix à peine un murmure. Quoi? Je devais parler à Harper. Je devais lui dire quelque chose. Et maintenant? Maintenant, ils vont penser que j'ai quelque chose à voir avec ça. Vanessa, qu'est-ce que tu lui as dit? Vanessa ferma les yeux, sa voix se risant. Je lui ai dit d'oublier ce qu'elle avait vu. Greg resta figé dans l'embrasure de la cuisine. Qu'a vu Harper? Vanessa s'essuya les larmes avec des mains tremblantes. Je ne peux pas parler de ça. Vanessa. La voix de Greg était dure maintenant. Notre fille est morte. Et tu me dis que tu es retourné à cette maison et que tu as dit à Harper d'oublier quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a vu, bon sang? Vanessa leva les yeux vers lui, le visage pâle. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Qu'est-ce qui n'était pas censé se passer? Rien de tout ça. J'avais juste besoin qu'elle se taise, juste pour un petit moment. Greg sentit sa poitrine se serrer. Se taire à propos de quoi? Vanessa ne répondit pas. Greg frappa sa main sur le comptoir. « Dis-moi, j'avais une liaison !» cria Vanessa, sa voix se brisant. « D'accord, c'est ce que tu veux entendre? J'avais une liaison et Harper m'a vu avec lui la semaine d'avant. Elle nous a vus ensemble. » La pièce devint silencieuse.
Greg fixa sa femme comme s'il ne la reconnaissait pas. Tu me trompais? Les larmes de Vanessa coulèrent plus fort maintenant. Je ne voulais pas que ça arrive, c'est arrivé. Et Harper nous a vus dans un restaurant. Elle n'a rien dit, mais je savais. Je pouvais le voir sur son visage. Alors tu es retourné à la maison du lac pour la menacer? Pas menacer. Je l'ai juste supplié de ne rien te dire. Je lui ai dit que c'était fini, que ça ne voulait rien dire, et je lui ai demandé d'oublier. Greg tremblait de rage. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle ne dirait rien, mais elle avait l'air effrayée, comme si je lui avais mis trop de pression. Greg se détourna, sa voix creuse. Alors, pendant que Harper était censée surveiller notre fille, elle était distraite, parce que tu lui as déchargé ta culpabilité dessus. Je ne savais pas que ça arriverait, n'est-ce pas? La voix de Greg était froide maintenant. Tu l'as mise dans une position impossible, et maintenant Emma est morte. Vanessa sanglota dans ses mains. Greg sortit sans un autre mot. Le lendemain matin, le détective Reyes était assis en face de Vanessa dans la salle d'interrogatoire. Elle avait l'air épuisée, brisée. « Madame Calloway, merci d'être venue. » Vanessa hocha la tête mais ne parla pas. Reyes fit glisser une impression sur la table. Ceci provient d'une caméra de sécurité d'un voisin, datée du jour de la noyade. 16h02. Vanessa fixa l'image. Sa voiture, son visage. Vous nous avez dit que vous étiez en ville cet après-midi-là, avec votre mari et les Rost, mais ceci vous montre à la maison du lac. La lèvre de Vanessa trembla. Je suis retourné, juste pour quelques minutes. Pourquoi? J'avais besoin de parler à Harper. À propos de quoi? Vanessa hésita, puis doucement. Quelque chose de personnel. Reyes se pencha en avant. Madame Calloway, 2 enfants sont morts. Ce n'est pas le moment d'être vague. Vanessa ferma les yeux. J'avais une liaison. Harper l'a découvert. Je suis retourné lui demander de ne rien dire à mon mari. L'expression de Reyes ne changea pas, mais à l'intérieur son esprit s'emballait. À quelle heure êtes-vous parti? Vers 16h30, peut-être un peu plus tard. Et où était Harper quand vous êtes parti? Sur le ponton, avec les enfants. Les enfants étaient-ils dans l'eau? Non, ils jouaient sur l'herbe. Et Harper, comment semblait-elle? La voix de Vanessa se brisa. Elle semblait distante, comme si elle n'était pas vraiment là. Je pensais qu'elle était juste contrariée contre moi. Reyes prit note. Lui avez-vous donné quelque chose? De la nourriture? À boire? Vanessa fronça les sourcils. Non. Pourquoi est-ce que je... Elle s'arrêta. Son visage devint pâle. Madame Calloway? Je lui ai apporté du thé glacé. Je pensais que ça l'aiderait à se calmer. Elle semblait anxieuse. Le stylo de Reyes se figea. Vous avez donné à Harper une boisson? Oui, mais c'était juste du thé. D'une bouteille. Je n'ai pas... Harper a-t-elle bu? Je pense. Je l'ai laissé sur la table pour elle. Reyes se leva. J'ai besoin que vous restiez ici. 30 minutes plus tard, Reyes était au téléphone avec le laboratoire médico-légal. J'ai besoin que vous testiez à nouveau le bilan sanguin de Harper Vale, spécifiquement pour les sédatifs. Tout ce qui pourrait causer de la somnolence ou une perte de mémoire. Nous avons déjà testé pour ces médicaments prescrits. Testé pour tout, benzodiazépine, somnifères, n'importe quoi. Ça prendra quelques jours. Faites-le plus vite. Reyes raccrocha et fixa le tableau de l'affaire. Vanessa était à la maison. Elle avait donné à Harper une boisson. Et quelques minutes plus tard, Harper avait eu un trou noir. Coïncidence? Ou quelque chose de pire? Michael Cross reçut l'appel cet après-midi-là. Michael, c'est Ray. Tu ne vas pas croire ça. Essaie. Les relevés. Téléphonique de Vanessa Calloway. Elle a passé un appel à 16h18, juste après être arrivée à la maison du lac. Qui a-t-elle appelé? Todd Rost. Le sang de Michael se glaça.
Le père de Daniel? Oui, l'appel a duré 2 minutes. De quoi parlait-il, bon sang? Je ne sais pas. Mais Michael? Il y a plus. Quoi? La voiture de Todd Rost a également été repérée près de la maison du lac, à 16h25. Michael se leva, son cœur battant. Tous les deux étaient là. On dirait. Michael attrapa son manteau. Je dois parler à Harper, maintenant. Quand Michael arriva, au motel, Harper était assise sur le lit, fixant le mur. Harper, j'ai besoin que tu réfléchisses. Quand tu as entendu la voix de Vanessa ce jour-là, as-tu entendu quelqu'un d'autre? Harper leva lentement les yeux. Je ne sais pas. Peut-être. Une voix d'homme, les yeux de Harper, s'écarquillèrent. Oui, je pense. Je pense que oui. Sais-tu qui c'était? La respiration de Harper s'accéléra. Non. Mais c'était en colère. Quelqu'un se disputait. La mâchoire de Michael se serra. Harper, Vanessa et Todd étaient tous les deux à cette maison, juste avant la noyade. Le visage de Harper devint blanc. Quoi? Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils ont menti, tous les deux. Harper se leva, sa voix tremblante. Michael, s'ils étaient tous les deux là, elle ne put finir. Mais Michael le pouvait. Alors tu n'étais pas la seule responsable. La salle d'audience était bondée. Les journalistes occupaient les rangées du fond. Des caméras attendaient dehors. Toute la ville semblait regarder. Harper était assise à la table de la défense, les mains serrées fermement sur ses genoux. Elle paraissait petite, fragile. De l'autre côté de l'allée, Vanessa et Greg étaient assis, le visage de pierre. Karen et Todd étaient à côté d'eux, leurs yeux fixés sur Harper avec une rage à peine contenue. La juge Andrea Brennan entra, son expression sévère. « Levez-vous. » La salle se leva. « Asseyez-vous. Nous sommes ici pour le procès de Harper Vale, accusé de 2 chefs d'homicide par négligence criminelle. Les déclarations préliminaires commenceront maintenant. » La procureure du district Sharon Winters se leva, sa posture confiante. « Votre honneur, mesdames et messieurs du jury. » Elle se tourna pour les faire face. « Cette affaire concerne la responsabilité, la confiance, et une femme qui a échoué de la manière la plus fondamentale. » Elle désigna Harper. Harper Vale s'est vu confier 2 enfants innocents. Emma Calloway, 6 ans. Daniel Rost, 8 ans. Leurs parents croyaient qu'elle les garderait en sécurité. Mais au lieu de cela, Harper est restée sur un ponton pendant 7 minutes. 7 minutes, pendant que ses enfants se noyaient. Winters laissa les mots planer dans l'air. Les preuves montreront que Harper était distraite, négligente, et que son incapacité à agir a directement causé leur mort. C'était évitable. Et Harper Vale est responsable. Elle s'assit. Michael Cross se leva lentement. Il regarda le jury, sa voix calme mais ferme. Harper Vale n'est pas un monstre. C'est une femme qui a fait une erreur. Mais elle n'est pas une meurtrière. Il s'approcha du box du jury. L'accusation veut que vous croyez que Harper s'en fichait simplement. Mais les preuves montreront quelque chose de très différent. Harper souffre d'une condition médicale. Elle prenait des médicaments. Et le jour de la noyade, quelqu'un lui a donné quelque chose qui a altéré son état d'esprit. Des murmures parcoururent la salle d'audience. Vous allez entendre des témoignages selon lesquels Harper n'était pas seul ce jour-là, que d'autres personnes étaient présentes, des personnes qui n'ont pas dit la vérité. Winters bondit sur ses pieds. Objection. L'avocat fait des accusations sans preuve. La juge Brennan regarda Michael. Maître Cross, avez-vous des preuves pour soutenir cela? J'en ai, votre honneur, et je les présenterai. Brennan hocha la tête. Alors je l'autoriserai. Mais soyez prudent. Michael s'assit. Harper le regarda, les yeux écarquillés. Fais-moi confiance, chuchota-t-il. Le procès avait commencé. Greg la fixa, sa voix à peine un murmure. Quoi? Je devais parler à Harper. Je devais lui dire quelque chose. Et maintenant ils vont penser que j'ai quelque chose à voir avec ça. Vanessa, qu'est-ce que tu lui as dit? Vanessa ferma les yeux, sa voix se brisant.
Je lui ai dit d'oublier ce qu'elle avait vu. Combien de caractères voulez-vous pour le prochain chapitre? Chapitre 8, les secrets. Sous la surface. Greg resta figé dans l'embrasure de la cuisine. Qu'a vu Harper? Vanessa s'essuya les larmes avec des mains. Tremblante. Je ne peux pas parler de ça. Vanessa. La voix de Greg était dure maintenant. Notre fille est morte. Et tu me dis que tu es retourné à cette maison et que tu as dit à Harper d'oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a vu, bon sang? Vanessa leva les yeux vers lui, le visage pâle. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Qu'est-ce qui n'était pas censé se passer? Rien de tout ça. J'avais juste besoin qu'elle se taise. Juste pour un petit moment. Greg sentit sa poitrine se serrer. Se taire à propos de quoi? Vanessa ne répondit pas. Greg frappa sa main sur le comptoir. Dis-moi! J'avais une liaison, cria Vanessa, sa voix se brisant. D'accord? C'est ce que tu veux entendre? J'avais une liaison, et Harper m'a vu avec lui la semaine d'avant. Elle nous a vus ensemble. La pièce devint silencieuse. Greg fixa sa femme comme s'il ne la reconnaissait pas. Tu me trompais? Les larmes de Vanessa coulèrent plus fort maintenant. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est arrivé. Et Harper nous a vus dans un restaurant. Elle n'a rien dit, mais je savais. Je pouvais le voir sur son visage. Alors tu es retourné à la maison du lac pour la menacer? Pas menacer. Je l'ai juste supplié de ne rien te dire. Je lui ai dit que c'était fini, que ça ne voulait rien dire. Et je lui ai demandé d'oublier. Greg tremblait de rage. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle ne dirait rien. Mais elle avait l'air effrayée, comme si je lui avais mis trop de pression. Greg se détourna, sa voix creuse. Alors pendant que Harper était censé surveiller notre fille, elle était distraite, parce que tu lui as déchargé ta culpabilité dessus. Je ne savais pas que ça arriverait, n'est-ce pas? La voix de Greg était froide maintenant. Tu l'as mise dans une position impossible. Et maintenant Emma est morte. Vanessa sanglota dans ses mains. Greg sortit sans un autre mot. Le lendemain matin, le détective Reyes était assis en face de Vanessa dans la salle d'interrogatoire. Elle avait l'air épuisée, brisée. « Madame Calloway, merci d'être venue. » Vanessa hocha la tête mais ne parla pas. Reyes fit glisser une impression sur la table. Ceci provient d'une caméra de sécurité d'un voisin, datée du jour de la noyade, 16h02. Vanessa fixa l'image. Sa voiture, son visage. Vous nous avez dit que vous étiez en ville cet après-midi-là, avec votre mari et les Rost, mais ceci vous montre à la maison du lac. La lèvre de Vanessa trembla. Je suis retourné, juste pour quelques minutes. Pourquoi? J'avais besoin de parler à Harper. À propos de quoi? Vanessa hésita. Puis, doucement, quelque chose de personnel. Reyes se pencha en avant. Madame Calloway, 2 enfants sont morts. Ce n'est pas le moment d'être vague. Vanessa ferma les yeux. J'avais une liaison. Harper l'a découvert. Je suis retourné lui demander de ne rien dire à mon mari. L'expression de Reyes ne changea pas, mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. À quelle heure êtes-vous parti? Vers 16h30, peut-être un peu plus tard. Et où était Harper quand vous êtes parti? Sur le ponton, avec les enfants. Les enfants étaient-ils dans l'eau? Non, ils jouaient sur l'herbe. Et Harper, comment semblait-elle? La voix de Vanessa se brisa. Elle semblait distante, comme si elle n'était pas vraiment là. Je pensais qu'elle était juste contrariée contre moi. Reyes prit note. Lui avez-vous donné quelque chose de la nourriture? À boire. Vanessa fronça les sourcils. Non. Pourquoi est-ce que je... Elle s'arrêta. Son visage devint pâle. Madame Calloway, je lui ai apporté du thé glacé. Je pensais que ça l'aiderait à se calmer. Elle semblait anxieuse. Le stylo de Reyes se figea. Vous avez donné à Harper une boisson? Oui, mais c'était juste du thé, d'une bouteille. Je n'ai pas...
Harper a-t-elle bu? Je pense. Je l'ai laissée sur la table pour elle. Reyes se leva. J'ai besoin que vous restiez ici. 30 minutes plus tard, Reyes était au téléphone avec le laboratoire médico-légal. J'ai besoin que vous testiez à nouveau le bilan sanguin de Harper Vale, spécifiquement pour les sédatifs. Tout ce qui pourrait causer de la somnolence ou une perte de mémoire. Nous avons déjà testé pour ces médicaments prescrits. Testé pour tout. Benzodiazépine, somnifères, n'importe quoi. Ça prendra quelques jours. Faites-le plus vite. Reyes raccrocha et fixa le tableau de l'affaire. Vanessa était à la maison. Elle avait donné à Harper une boisson. Et quelques minutes plus tard, Harper avait eu un trou noir. Coïncidence? Ou quelque chose de pire? Michael Cross reçut l'appel cet après-midi-là. « Michael, c'est Ray, tu ne vas pas croire ça. » Essai. Les relevés téléphoniques de Vanessa Calloway. Elle a passé un appel à 16h18, juste après être arrivée à la maison du lac. Qui a-t-elle appelé? Todd Rost. Le sang de Michael se glaça. Le père de Daniel? Oui, l'appel a duré 2 minutes. De quoi parlait-il, bon sang? Je ne sais pas, mais Michael, il y a plus. Quoi? La voiture de Todd Rost a également été repérée près de la maison du lac. À 16h25, Michael se leva, son cœur battant. Tous les deux étaient là. On dirait. Michael attrapa son manteau. Je dois parler à Harper, maintenant. Quand Michael arriva au motel, Harper était assise sur le lit, fixant le mur. Harper, j'ai besoin que tu réfléchisses. Quand tu as entendu la voix de Vanessa ce jour-là, as-tu entendu quelqu'un d'autre? Harper leva lentement les yeux. Je ne sais pas. Peut-être. Une voix d'homme. Les yeux de Harper s'écarquillèrent. Oui. Je pense que oui. Sais-tu qui c'était? La respiration de Harper s'accéléra. Non, mais c'était en colère. Quelqu'un se disputait. La mâchoire de Michael se serra. Harper, Vanessa et Todd étaient tous les deux à cette maison, juste avant la noyade. Le visage de Harper devint blanc. Quoi? Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils ont menti, tous les deux. Harper se leva, sa voix tremblante. Michael, s'ils étaient tous les deux là, elle ne put finir, mais Michael le pouvait. Alors, tu n'étais pas la seule responsable. Combien de caractères voulez-vous pour le prochain chapitre? Chapitre 9. Le procès. Commence. La salle d'audience était bondée. Les journalistes occupaient les rangées du fond. Des caméras attendaient dehors. Toute la ville semblait regarder. Harper était assise à la table de la défense, les mains serrées fermement sur ses genoux. Elle paraissait petite, fragile. De l'autre côté de l'allée, Vanessa et Greg étaient assis, le visage de pierre. Karen et Todd étaient à côté d'eux, leurs yeux fixés sur Harper avec une rage à peine contenue. La juge Andrea Brennan entra, son expression sévère. « Levez-vous. » La salle se leva. « Asseyez-vous. Nous sommes ici pour le procès de Harper Vale, accusé de 2 chefs d'homicide par négligence criminelle. Les déclarations préliminaires commenceront maintenant. » La procureure du district Sharon Winters se leva, sa posture confiante. « Votre honneur, mesdames et messieurs du jury. » Elle se tourna pour les faire face. « Cette affaire concerne la responsabilité, la confiance et une femme qui a échoué de la manière la plus fondamentale. » Elle désigna Harper. Harper Vale s'est vu confier 2 enfants innocents. Emma Calloway, 6 ans. Daniel Rost, 8 ans. Leurs parents croyaient qu'elle les garderait en sécurité. Mais au lieu de cela, Harper est restée sur un ponton. Pendant 7 minutes, pendant que ses enfants se noyaient. Winters laissa les mots planer dans l'air. Les preuves montreront que Harper était distraite, négligente, et que son incapacité à agir a directement causé leur mort. C'était évitable. Et Harper Vale est responsable. Elle s'assit. Michael Cross se leva lentement. Il regarda le jury, sa voix calme mais ferme. Harper Vale n'est pas un monstre. C'est une femme qui a fait une erreur, mais elle n'est pas une meurtrière. Il s'approcha du box du jury.
L'accusation veut que vous croyiez que Harper s'en fichait. Simplement. Mais les preuves montreront quelque chose de très différent. Harper souffre d'une condition médicale. Elle prenait des médicaments. Et le jour de la noyade, quelqu'un lui a donné quelque chose qui a altéré son état d'esprit. Des murmures parcoururent la salle d'audience. Vous allez entendre des témoignages selon lesquels Harper n'était pas seul ce jour-là, que d'autres personnes étaient présentes, des personnes qui n'ont pas dit la vérité. Winters bondit sur ses pieds. Objection. L'avocat fait des accusations sans preuve. La juge Brennan regarda Michael. Maître. Cross, avez-vous des preuves pour soutenir cela? J'en ai, votre honneur, et je les présenterai. Brennan hocha la tête. Alors je l'autoriserai. Mais soyez prudent. Michael s'assit. Harper le regarda, les yeux écarquillés. Fais-moi confiance, chuchota-t-il. Le procès avait commencé. Combien de caractères voulez-vous pour le prochain chapitre? Chapitre 10. Démêler les témoignages. Le premier témoin était le paramédic en chef, Daniel Chen. Il décrivit la scène avec des détails cliniques. Les deux enfants. Les tentatives de RCP frénétique. Harper assise immobile sur le ponton. Elle n'a pas répondu à mes questions au début, témoigna Chen. Quand elle a finalement parlé, ses mots étaient étranges. Étranges comment? Demanda Winters. Elle a dit, ils étaient si calmes, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, simplement. Ça n'avait pas de sens. Les enfants ne disparaissent pas comme ça. Winters hocha la tête. Pas d'autres questions. Michael se leva pour le contre-interrogatoire. Monsieur Chen, dans votre expérience professionnelle, avez-vous rencontré des gens en état de choc qui disent des choses qui n'ont pas de sens? Oui. Et Harper? Semblait-elle être en état de choc? Chen hésita. Elle semblait désorientée. Désorientée. Pas froide. Pas indifférente. C'est exact. Michael fit une pause. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son état physique? Ses yeux? Sa coordination? Maintenant que vous le mentionnez, ses pupilles étaient dilatées, et elle semblait léthargique. Cohérent avec une sédation? Winters se leva. Objection. Appel à la spéculation. Retiré. Michael s'assit, mais la graine était plantée. Ensuite, l'accusation appela Greg Calloway. Il prit la barre, le visage marqué par la douleur. Winters s'approcha doucement. Monsieur Calloway, depuis combien de temps connaissez-vous Harper Vale? Environ 5 ans. Et vous lui avez fait confiance avec votre fille? La voix de Greg se brisa. Nous l'avons fait. Pourquoi? Ma femme se portait garante. D'elle, elle disait qu'elle était responsable. Harper a-t-elle déjà exprimé des inquiétudes à propos de la surveillance des enfants? Greg hésita. Elle a mentionné qu'elle n'était pas sûre, mais ma femme l'a convaincue. Winters hocha la tête. Merci, pas d'autres questions. Michael se leva. Monsieur Calloway, votre femme était à la maison du lac cet après-midi-là, n'est-ce pas? La salle d'audience explosa en murmures. Le visage de Greg devint pâle. Oui. Brièvement. Brièvement. À quelle heure? Vers 16 heures. Et que faisait-elle là? Greg regarda Vanessa, puis de nouveau Michael. Elle parlait à Harper. De quoi? Quelque chose de personnel. Votre femme a-t-elle donné quelque chose à Harper? Une boisson, peut-être? La mâchoire de Greg se serra. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ou vous ne voulez pas le dire. Winters bondit. Objection! Harcèlement du témoin. Accordé, dit sèchement la juge Brennan. Passez à autre chose, maître Cross. Michael hocha la tête. Pas d'autres questions. Mais le mal était fait. Cet après-midi-là, l'accusation appela leur expert médico-légal, le docteur Raymond Cole. Il expliqua le calendrier, la température de l'eau, le moment estimé de la noyade. D'après les preuves, les enfants sont entrés dans l'eau entre 16h20 et 16h35. Et où était Harper Vale pendant ce temps? Demanda Winters. D'après les images de vidéosurveillance, debout sur le ponton, immobile. Winters diffusa les images pour le jury.
La salle devint silencieuse alors qu'il regardait Harper, resté parfaitement immobile pendant 7 minutes angoissantes. Quand Michael contre-interrogea, son ton était tranchant. « Dr. Cole, vous avez témoigné que les enfants se sont noyés entre 16h20 et 16h35. C'est exact? C'est exact. Et Vanessa Calloway est arrivée à 16h02, partie à 16h35. C'est exact? D'après les déclarations des témoins, oui. Donc elle était présente pendant la fenêtre où les enfants sont entrés dans l'eau. Le docteur Cole hésita. Techniquement, oui. Et le véhicule de Todd Rost a également été repéré à proximité à 16h25? Winters se leva. Objection, pertinence. Michael se tourna vers la juge. C'est entièrement pertinent, votre honneur. Si d'autres étaient au présent, le calendrier change. Je l'autoriserai, dit Brennan. Michael fit face au Dr. Cole à nouveau. Étiez-vous au courant de cela? Non. Donc votre analyse supposait que Harper était seule. Mais elle ne l'était pas. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Pas d'autres questions. Le jury semblait confus maintenant. Incertain. Et c'était exactement ce que Michael voulait. Ce soir-là, le docteur Evelyn Marsh appela Michael. « J'ai eu une autre session avec Harper. Tu dois entendre ça. » Qu'a-t-elle rappelé? Plus qu'avant. Beaucoup plus. Le lendemain matin, le docteur Marsh prit la barre. Michael s'approcha avec précaution. « Docteur Marsh, pouvez-vous expliquer l'amnésie dissociative au jury? C'est une condition où le cerveau bloque les souvenirs traumatiques comme mécanisme de défense. Elle peut également être déclenchée par certains médicaments ou substances. Et vous avez traité Harper Vale? Oui, par le biais du rappel guidé, nous avons pu récupérer des fragments de sa mémoire de ce jour-là. Michael hocha la tête. Qu'a-t-elle rappelé? Elle a rappelé avoir entendu des voix, une voix de femme, qu'elle a identifiée comme étant Vanessa Calloway, et une voix d'homme, en colère, se disputant. La salle d'audience explosa. En murmure, la juge Brennan frappa son marteau. Silence. Michael continua. Harper a-t-elle rappelé de quoi ils se disputaient? Pas les mots, mais elle a rappelé s'être sentie effrayée, comme si elle n'était pas censée entendre ça. Et après ça, elle a rappelé avoir bu quelque chose, du thé glacé, et puis tout est devenu flou. Ses membres se sont sentis lourds, ses pensées ont ralenti. Cohérent avec une sédation? Oui. Winters se leva. Objection. Le docteur Marsh n'est pas toxicologue. Accordé. Michael ne broncha pas. Docteur Marsh, selon votre opinion. Professionnelle, Harper Vale avait-elle le plein contrôle de ses facultés cet après-midi-là? Non. D'après ses symptômes et le calendrier, je crois qu'elle était chimiquement affaiblie. Merci. Pas d'autres questions. Le contre-interrogatoire de Winters fut brutal. Docteur Marsh, n'est-il pas possible que Harper fabrique ses souvenirs pour éviter la responsabilité? Non. Les marqueurs neurologiques sont cohérents avec un rappel authentique. Mais vous ne pouvez pas prouver que quelqu'un l'a drogué, n'est-ce pas? Pas sans résultats toxicologiques. Et ces résultats sont revenus négatifs pour tout sauf ces médicaments prescrits. Le docteur Marsh hésita. Le test initial était limité. Un panel plus large pourrait révéler davantage. Pourrait, mais ne l'a pas fait. Winters s'assit, satisfaite. Mais Michael n'avait pas terminé. Cet après-midi-là, Michael appela Ray. Dominguez à la barre. Ray expliqua son enquête. Les images de vidéosurveillance, les relevés téléphoniques. J'ai découvert que Vanessa Calloway et Todd Rost étaient tous deux près de la maison du lac pendant la fenêtre critique. Et avez-vous trouvé une communication entre eux? Oui. Vanessa a appelé Todd à 16h18. L'appel a duré 2 minutes. De quoi discutaient-ils? Je ne sais pas. Mais peu après, le véhicule de Todd a été repéré dans la zone. Michael se tourna vers le jury. Donc nous avons 2 personnes qui ont menti sur leur présence. 2 personnes qui étaient présentes quand les enfants se sont noyés. Et pourtant, Harper Vale est la seule à être jugée. Winters fit objection, mais le point était établi. Après la levée de la séance,
Michael rencontra Harper dans une petite salle de conférence. « Tu as bien fait aujourd'hui, dit-il. » Harper secoua la tête. « Ce n'est pas suffisant. Ils pensent toujours que je suis coupable. » « Pas tous. Le jury commence à douter. Et demain, j'appelle Vanessa à la barre. » Les yeux de Harper s'écarquillèrent. Va-t-elle dire la vérité? Elle devra le faire. Parce que si elle ne le fait pas, je vais l'enterrer. Harper baissa les yeux vers ses mains. Michael, et si je suis coupable? Et si j'ai fait quelque chose et que je ne me souviens tout simplement pas? Michael se pencha en avant. Alors nous y ferons face. Mais Harper, écoute-moi. Tu n'es pas un monstre. Tu as fait des erreurs. Mais tu n'as pas tué ses enfants. Et je vais le prouver. Les yeux de Harper se remplirent de larmes. Pour la première fois en plusieurs semaines, elle se permit d'espérer. La salle d'audience était tendue, alors que Vanessa Calloway prenait la barre. Ses mains tremblaient alors qu'elle prêtait serment. Elle évitait de regarder Harper. Michael s'approcha lentement, sa voix mesurée. « Madame Calloway, vous avez dit aux enquêteurs que vous étiez en ville l'après-midi du 14 juin. Est-ce exact ?» La voix de Vanessa était à peine un murmure. « Oui, mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ?» Vanessa ferma les yeux. « Non. Vous étiez à la maison du lac, à 16h02. C'est exact ?»« Oui. Pourquoi avez-vous menti ?»« J'avais honte. »« Honte de quoi ?» La voix de Vanessa se brisa. « J'avais une liaison. Harper l'avait découvert. Je suis retourné lui demander de ne rien dire à mon mari. » Le jury bougea mal à l'aise. « Et quand vous êtes arrivé, où était Harper ?»« Sur le ponton, avec les enfants. »« Les enfants étaient-ils dans l'eau ?»« Non, ils jouaient sur l'herbe. »« Et vous avez apporté quelque chose à boire à Harper, n'est-ce pas ?» Vanessa hésita. « Oui, du thé glacé. »« Harper a-t-elle bu ?»« Je suppose, je l'ai laissé sur la table. » Michael se dirigea vers la table de la défense et prit un document. « Madame Calloway, êtes-vous consciente que le sang de Harper montrait des traces de zolpidem, un somnifère, en plus de ses médicaments prescrits ?» La salle d'audience explosa. Le visage de Vanessa devint blanc. « Je n'ai pas... Vous ne saviez pas? Ou vous ne pensiez pas que quelqu'un le découvrirait ?» Winters bondit. « Objection. L'avocat accuse le témoin sans preuve. » La juge Brennan frappa son marteau. « Maître Cross, avez-vous la... preuve que Madame Calloway a administré cette substance? J'ai la preuve qu'elle était dans le système de Harper. Et j'ai la preuve que Madame Calloway lui a donné une boisson. Le jury peut faire le lien. » Les yeux de Brennan se rétrécirent. « Soyez prudent, maître. » Michael se retourna vers Vanessa. « Madame Calloway, avez-vous mis quelque chose dans ce thé? » « Non. Alors comment le zolpidem est-il arrivé dans le système de Harper? »« Je ne sais pas. » Michael laissa le silence s'installer. Puis il demanda calmement. « Qui protégiez-vous, Madame Calloway ?» Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Elle regarda Todd Rost. Et à ce moment, tout bascula. Après une brève pause, l'accusation appela son dernier témoin. Une surprise. Karen Rost. Elle prit la barre, le visage dur. Winters s'approcha. « Madame Rost, vous avez entendu les témoignages aujourd'hui. Croyez-vous que Harper Vale était responsable de la mort de votre fils ?» La voix de Karen était ferme. « Oui. Pourquoi? Parce qu'elle était l'adulte en charge. Quoi qu'il se soit passé d'autre, elle a échoué. » Winters hocha la tête. « Merci. » Mais quand Michael se leva pour le contre-interrogatoire, son expression était sombre. « Madame Rost, étiez-vous consciente que votre mari était à la maison du lac cet après-midi-là » Le visage de Karen vacilla. « Quoi? Votre mari, Todd, il était là, à 16h25. » Karen regarda Todd, ses yeux écarquillés de choc. « Je ne savais pas. » La voix de Michael était douce maintenant. « Il ne vous l'a pas dit? » « Non. Savez-vous pourquoi il était là ?» Karen secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Michael s'assit. Le jury fixait Todd Rost, et Todd fixait le sol. Michael Cross se leva. La défense appelle Todd Rost à la barre. La salle d'audience devint silencieuse.
Todd marcha lentement vers le banc des témoins, le visage pâle. Michael ne perdit pas de temps. « Monsieur Rost, vous étiez à la maison du lac le 14 juin à 16h25. Pourquoi ?» Les mains de Todd agrippèrent les accoudoirs. « Vanessa m'a appelé, elle paniquait. Elle a dit que… » Harper agissait étrangement. Elle m'a demandé de venir. « Et qu'avez-vous vu quand vous êtes arrivé ?» Harper était sur le ponton, fixant l'eau. Les enfants ils étaient déjà dans le lac, sans bouger. Des halètements remplirent la salle d'audience. « Et qu'avez-vous fait ?» La voix de Todd se brisa. « J'ai gelé, je ne savais pas quoi faire. » Vanessa criait. Et puis Harper a sauté à l'eau. Elle a essayé de les sortir. Donc Harper a essayé de les sauver ? Oui. Alors pourquoi n'avez-vous rien dit à personne ? Todd regarda Vanessa. Parce que Vanessa m'a supplié de ne rien dire. Elle a dit que si quelqu'un savait qu'elle avait été là, il la blâmerait. Alors nous avons convenu de ne rien dire. La voix de Michael était glaciale. Vous avez laissé Harper porter le chapeau, seul. Todd ne dit rien. Michael se tourna vers la juge. Votre honneur, la défense appelle Harper Vale. Harper se leva, ses jambes tremblant. Elle marcha vers la barre et prêta serment. La voix de Michael était douce. Harper, dis au jury ce dont tu te souviens. Harper prit une profonde respiration. Je me souviens d'être debout sur le ponton. Je me sentais si fatigué, comme si je ne pouvais pas bouger. J'ai entendu Vanessa et Todd se disputer, puis tout est devenu noir. Quand as-tu réalisé que les enfants étaient repartis ? Quand je me suis réveillé, je les ai vus dans l'eau. J'ai sauté, j'ai essayé si fort de les sauver. Sa voix se brisa, mais j'étais trop tard. Winters se leva pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Vale, n'est-il pas pratique que vous ne vous souveniez pas ? J'aimerais me souvenir. Vous étiez responsable. Vous avez échoué. Admettez-le. Les yeux de Harper se remplirent de larmes. J'ai échoué, mais je ne les ai pas tués. Elle regarda Vanessa. Dis-leur ce que tu as fait, s'il te plaît. La salle d'audience était silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers Vanessa. La juge Brennan se pencha en avant. Madame Calloway, avez-vous quelque chose à dire ? Vanessa se leva lentement, le visage strié de larmes. J'ai besoin de témoigner. Winters tenta de faire objection, mais Brennan leva la main. Je l'autoriserai. Vanessa prit la barre, les mains tremblantes. Michael s'approcha. Madame Calloway, que s'est-il passé ce jour-là ? La voix de Vanessa était à peine audible. J'étais désespéré. Harper m'avait vu avec Todd. Nous avions une liaison depuis des mois. Je ne pouvais pas laisser mon mari le découvrir. La salle d'audience explosa. Le visage de Greg Calloway devint blanc. Vanessa continua, sanglotant. Je suis allé à la maison du lac pour supplier Harper de se taire. Je lui ai apporté du thé et j'ai mis quelque chose dedans, un somnifère, juste pour la calmer. Je ne pensais pas. Vous l'avez droguée, dit doucement Michael. Je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais juste qu'elle soit docile, silencieuse. Et les enfants ? La voix de Vanessa se brisa. Todd et moi nous disputions, près de l'eau. Nous ne les avons pas vus entrer. Quand nous avons réalisé, il était trop tard. Harper était inconsciente sur le ponton. Nous avons paniqué. Donc vous l'avez laissée là, et vous lui avez fait croire qu'elle était responsable. Vanessa enfouit son visage dans ses mains. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Karen Rost laissa échapper un cri guttural et se précipita vers Vanessa. Les huissiers la retinrent. La juge Brennan frappa son marteau à plusieurs reprises. « Silence ! Silence !» 3 heures plus tard, le jury revint. Sur l'accusation d'homicide par négligence criminelle, nous trouvons la défendresse, Harper Vale, non coupable. Harper s'effondra dans les bras de Michael, sanglotant, mais il n'y eut pas de célébration. Vanessa Calloway et Todd Rost furent arrêtés immédiatement, accusés d'homicide involontaire, falsification de preuves et obstruction à la justice.
6 mois plus tard, Harper était assise sur un banc surplombant l'océan. Elle avait quitté Pine Haven, recommencé dans une nouvelle ville, une nouvelle vie. Les cauchemars venaient. Toujours, la culpabilité persistait. Elle n'avait pas tué Emma et Daniel, mais elle leur avait fait défaut. Et aucun verdict ne pouvait changer cela. Une femme s'approcha et s'assit à côté d'elle. Harper Vale? Harper leva les yeux. C'était Karen Rost. La poitrine de Harper se serra. Madame. Rost, je suis tellement... Karen leva la main. Je ne suis pas ici pour des excuses. Alors pourquoi? Karen fixa l'eau. Parce que j'avais besoin de te voir, de savoir que tu es humaine, pas un monstre. Les yeux de Harper se remplirent de larmes. Karen continua, sa voix douce. Ce que... Vanessa et Todd ont fait... Ça a tout détruit. Mon fils, mon mariage, ma foi en les gens. Je suis désolé. Je sais que tu l'es. Karen se leva. Je ne te pardonne pas, mais je ne te déteste pas non plus. Tu étais aussi une victime. Elle s'éloigna. Harper resta seule, regardant les vagues. La vérité avait émergé, mais elle n'avait pas apporté la paix. Seulement la clarté amère que certaines tragédies n'ont pas de méchants, juste des gens brisés faisant des choix terribles. Et parfois, c'est la vérité la plus cruelle de toutes.